Donc, on va voir plusieurs représentations d'un qubit. Il y a des représentations que vous connaissez déjà. La première, c'est la sphère de Blore. On va également voir la notation vectorielle. Puis finalement, on va voir la notation de Dirac. Donc, deux notations avec lesquelles vous êtes peut-être moins familière. Par la suite, on va voir la normalisation puis le calcul des probabilités de mesure. On va voir pourquoi c'est important de normaliser un état lorsqu'on en a un. Ensuite, on va voir les opérateurs, donc comment appliquer nos portes quantiques sur notre état quantique. Puis, en tout dernier lieu, on va voir comment prendre tout ça, puis éventuellement faire une représentation de plus qu'un qubit. Donc, sans plus tarder, les représentations d'un qubit. La première représentation qu'on va voir, c'est la sphère de Blore, ou du moins qu'on va réviser, c'est la sphère de Blore. Et pour commencer, la sphère de Blore, je vais commencer par vous demander qu'est-ce que vous vous souvenez de la sphère de Blore. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à vous démuter pour répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous vous souvenez de la sphère de Blore? On l'a vu dans l'atelier 1 un petit peu, on l'a vu plus dans l'atelier 2. Vous l'avez utilisé dans l'atelier 2 peut-être, même pour faire des visualisations. Qu'est-ce que vous vous souvenez de cette sphère-là? Qu'est-ce qu'elle a de particulière? Oui, Pacôme. C'est une représentation vectorielle. C'est une notation vectorielle? Et ça montre une direction pas une flèche dans une direction sur une sphère. Oui, donc il va effectivement avoir un lien avec des vecteurs. Mais la sphère elle-même, là, visuellement, qu'est-ce qu'elle a? Jacob, est-ce que tu veux ouvrir le bal? Il y a un bouton, je pense, pour lever la main. Ouais. Oh. Parlez, dis-les. Ouais, donc, désolé, on n'a pas levé la main, mais basically, je me suis comme souvenu que c'est ça, il y a deux pôles, puis que plus t'es proche du haut ou du bas, ben, tu sais, genre, ça détermine la chance d'avoir 1 ou 0. Comme c'est ça, si t'es au milieu, c'est 50-50. Si t'es complètement en haut, t'es sûr d'avoir 1. Si t'es complètement en bas, t'es sûr d'avoir 0. Je me souviens surtout de ça. Parfait. Donc, c'est déjà des points, c'est déjà des bons points. On a effectivement deux pôles. La convention, ce serait d'avoir le 0 en haut, puis d'avoir le 1 en bas, donc au pôle sud. Ça, c'est la convention. C'est pas très grave si c'est inversé, là, mais la convention, c'est ça. Y a-t-il autre chose qu'on connaît sur cette sphère-là? On l'a mentionné rapidement, là, donc plus on est proche du pôle nord, plus on a de chances d'obtenir 0, plus on est proche du 1, plus on a de chances d'obtenir 1. Mais qu'est-ce qui est plus proche du 0? Qu'est-ce qui est plus proche du 1 dans la sphère? Il y avait autre chose aussi. Il y avait aussi la phase. C'était un autre élément, mais je pense que c'est un peu trop loin. OK. Il y a la phase, effectivement. Donc, si j'imagine que j'ai un axe qui traverse ma sphère du pôle sud au pôle nord, l'endroit où je me trouve autour de cet axe-là, ce serait la phase. Merci, Jordan, effectivement. Autre chose? Qu'est-ce qu'il y a dans la sphère? Tu veux dire une position 3D ou en 3 dimensions? Oui. Cette position-là, elle est déterminée par quoi? Elle est déterminée par un vecteur. Le vecteur part du centre de la sphère et va pointer à un endroit sur la surface de la sphère. OK? Donc, la sphère, elle a un axe du pôle sud au pôle nord. On a un axe également qui va aller vers la droite. Communément, on va l'appeler l'axe Y. Puis, on va avoir également l'axe X qui, lui, sort de l'écran. Puis l'axe 0, 1, ben cet axe-là, généralement, on va l'appeler Z. Okay? Une autre chose, puis ça, c'est la chose la plus importante que j'aimerais qu'on retienne pour l'atelier en termes mathématiques, c'est le fait que le rayon de cette sphère-là, il est de 1. Le rayon de la sphère de Blore,
il est égal à 1. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire du vecteur, de la longueur du vecteur? Eh bien, la longueur du vecteur, elle est également de 1. Comment on appelle ça, la longueur d'un vecteur? On appelle ça une amplitude. Puis l'amplitude, on peut l'écrire comme ça. Si mon vecteur il s'appelle V, ce sera égal à 1. OK? Jusqu'ici, ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on a besoin de retenir pour aujourd'hui sur la sphère de Blore. On va maintenant rentrer dans la notation vectorielle. Est-ce qu'il y a encore besoin de prendre des notes avant que j'efface? Lâchez un WAC si jamais. Parfait, j'efface. Donc, la sphère de Blore étant un outil de visualisation mathématique, permet de visualiser l'état où est-ce que mon vecteur se trouve, grâce à la position du vecteur sur la sphère. Mais en termes mathématiques, c'est difficile de faire du calcul avec la sphère de Blore. Ce qu'on va vouloir faire, en fait, ça va utiliser deux autres notations, la notation vectorielle en premier, la notation Dirac. Si on commence par la notation vectorielle, ça aussi, ça va être assez rapide. La notation vectorielle. Juste défiler mes notes. Si je vous dis qu'on a deux états, on a l'état 0 et l'état 1, et que chacun de ces états-là est représenté par un vecteur avec deux entrées. Ici. 1 et 0 pour l'état 0 et 0, 1 pour l'état 1. Chacun de ces vecteurs-là a deux entrées. On pourrait leur donner un indice. Il y aurait l'indice I puis l'indice J. Qu'est-ce que chacune de ces entrées-là nous communique par rapport à l'état 0 puis par rapport à l'état 1? Est-ce que quelqu'un pourrait s'avancer à me dire qu'est-ce que cette entrée-là veut dire puis qu'est-ce que cette entrée-là veut dire? Ça veut juste dire l'état, si c'est un 1 ou un 0. Oui. Donc, mais le vecteur au complet va nous dire si on est dans l'état 1 ou dans l'état 0. Mais chacune des entrées individuelles, chacun des éléments, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il nous communique? On pourrait être dans deux états en même temps. La réponse que je cherche, c'est que chacun des éléments, en fait, nous communique une information. Chacun des éléments, c'est une information. Puis l'information ici, c'est surtout la probabilité d'obtenir 0, la probabilité d'obtenir 1. Ou du moins, est-ce qu'on est plus proche d'obtenir 0 ou plus proche d'obtenir 1? OK? Donc, chacun des éléments nous communique une information par rapport à ça. Et ces éléments-là, on va pouvoir les revoir dans la notation de Dirac. Okay? Ce qui est important à retenir, c'est que l'état 0 et l'état 1, ou les états des qubits, on les note dans un vecteur, qu'on va appeler un espace vectoriel, et que généralement, on ne va pas utiliser juste comme ça. Généralement, on va leur donner un équivalent avec la notation de Dirac. Oui, Félix-Antoine. Fait de ce que je comprends, la probabilité, c'est pas nécessairement que c'est 100% que ça va être un 1, c'est juste que c'est le plus probable entre les deux, c'est ça? En fait, ici, ce sont des coefficients, OK? On va voir que ce coefficient-là, il est lié à la probabilité d'obtenir 0, puis ce coefficient-là, il est lié à la probabilité d'obtenir 1. OK. OK, merci. Ce n'est pas nécessairement la probabilité, c'est que c'est lié à la probabilité. On va voir le calcul de probabilité plus tard. OK? Donc, je résume. Un qubit peut être représenté à l'aide d'un vecteur, ou un état quantique peut être représenté à l'aide d'un vecteur, ou un espace vectoriel. Puis par la suite, on va voir comment les écrire avec la notation de Dirac, puis comment combiner plusieurs espaces vectoriels ensemble. Donc, je passe immédiatement à la notation de Dirac, qui, elle, va faire la synthèse.
la notation de Dirac, ou parfois appelée bracket. La notation de Dirac emploie des symboles que vous avez peut-être déjà vus si vous avez commencé à utiliser un peu le calcul quantique, sans vraiment trop savoir ce que ça veut dire. Donc, la notation de Dirac, elle emploie ce qu'on appelle des brackets, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser soit cette partie-là, ou ensemble, pour représenter finalement un vecteur. Comment ça se dit? Eh bien, si, par exemple, je fais un exemple ici, que je fais ça, mais ce que je viens d'écrire, en fait, ça se dit le ket de 0. OK? Le ket de 0, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur. C'est juste une autre manière d'écrire ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'état 0 puis l'état 1. Et donc, le ket de 0, c'est tout simplement la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme ça. OK? La manière de combiner ces choses-là avec le bras, en fait, le bras, lui, va nous permettre de faire une autre opération. On va voir juste un peu après comment les combiner. Mais si on commence par voir un peu c'est quoi, comment on peut représenter un état arbitraire avec un ket, par exemple, on va prendre un état arbitraire. Généralement, lorsqu'on parle d'un état arbitraire en quantique, en calcul quantique, on va utiliser des lettres grecques. Donc, les lettres grecques, on en a plusieurs. On va avoir plusieurs. Il y a le psi. On utilise généralement pour parler d'un état. Puis, il y en a deux autres qu'on va voir pour les coefficients. Donc, il y a le alpha, qui va multiplier le ket de 0. Et le bêta, qui va multiplier le ket de 1. OK? Donc, si je représente un état arbitraire, psi, l'état arbitraire, ce qu'il va faire, c'est être une combinaison linéaire, donc une combinaison de l'état 0 puis de l'état 1. On avait vu qu'un état quantique, en fond, il peut être en superposition, puis que la superposition, c'est justement une combinaison linéaire. Maintenant, si on pense juste en termes de mathématiques, et que je vous dis que alpha est égal à 0, puis que bêta est égal à 1, moi, ce que je vous demande, c'est si c'est égal à quoi? Juste m'assurer qu'on comprend que ici, c'est un coefficient qui multiplie mon vecteur. Ici, on a un coefficient qui multiplie un autre vecteur. Que vaut psi ici? 1. Ben, le ket de 1, je pense. Oui, exactement. Donc, si on le vérifie ensemble, ça reviendrait tout simplement à faire 0 fois le vecteur 1, 0, plus 1 fois le vecteur 0, 1. Puis ça, finalement, c'est tout simplement le vecteur 0, 1. Donc, psi, ici, est égal au ket de 1. OK? Ça va jusqu'à présent? Fantastique. Les coefficients alpha et bêta, une chose qu'on doit retenir, ce sont des coefficients qui sont des nombres complexes. Lorsque ce sera nécessaire, je vais parler des nombres complexes, je vais donner quelques définitions, mais tout le reste des exemples pour le restant de la démonstration, ça va être, on n'utilisera pas de nombres complexes simplement pour accélérer les calculs puis faciliter la participation de tout le monde. En calcul quantique, on utilise très souvent les nombres complexes, notamment pour parler de la phase, comme Jordan a dit tout à l'heure. Donc, alpha et bêta, c'est important de retenir, c'est des nombres qui sont complexes, donc ils ont une partie réelle et une partie imaginaire. D'ailleurs, c'est ce qui me mène au fameux bras. Le bras, le ket, si c'est un vecteur, le bras, c'est quoi? Mais le bras, c'est aussi un vecteur. Le bras, ça va être
Je vais simplement effacer le petit exemple ici pour qu'on puisse donner la définition. Le bras de 0, c'est le conjugué transposé de mon quête. Donc, il y a deux mots ici qui sont importants. Il y a le conjugué, puis il y a le transposé. C'est le conjugué transposé de mon quête. Le conjugué, qu'est-ce que ça veut dire? Un conjugué pour un nombre complexe. Je donne la définition pour ceux qui sont familiers avec les nombres complexes, comme rappel. Le conjugué, c'est si par exemple j'ai un nombre complexe z qui serait égal à a plus i b. Le conjugué, c'est simplement d'inverser la partie imaginaire pour obtenir un moins ici. Okay, donc, le conjugué de z, c'est simplement inverser la partie imaginaire. Puis, en fait, on peut même le noter comme ça. Le conjugué se note avec une petite barre par-dessus. On va voir comme ça. Puis le transposé, ben, si vous êtes familier avec les matrices et les vecteurs, ben, le transposé, lui, c'est simplement de prendre mon vecteur colonne et de le transformer en un vecteur rangé, ou bien vecteur ligne. Oui, j'ai vu qu'il y avait une main levée. Oui, Yanis? Oui, bah, j'avais une question, mais je suis pas sûr si elle est encore relevant. Bref, je suis pas sûr de la différence entre la notation vectorielle et la Dirac. Est-ce que c'est juste la base, la vectorielle, puis là c'est la version complexe, genre? J'aime l'interprétation de ça. Dirac, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux choses-là, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment une comparaison à faire. Les deux veulent représenter la même chose. Notre notation Dirac, on va voir qu'elle va nous permettre de faire des calculs peut-être plus efficacement, plus loin. Puis généralement, lorsqu'on fait des longues équations avec plusieurs états, on va utiliser la notation Dirac simplement parce qu'encore une fois, c'est plus rapide à écrire puis à démontrer plus qu'un, comment dire. Avec la notation Dirac, avec seulement le ket de 0, je peux représenter un vecteur au complet. Puis on va voir tout à l'heure qu'avec un ket, avec juste, par exemple, un autre nombre dedans, ben, on vient de parler de quelque chose d'encore plus gros. Puis ce serait beaucoup plus long écrire toutes les entrées dans mon vecteur. Fait que c'est deux notations qui sont équivalentes. Mais la notation Dirac n'est pas nécessairement plus difficile ou plus complexe que la notation vectorielle. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, ça fait du sens. Merci. Ça a du sens? Parfait. Donc, j'en étais au transposé. Donc, la transposée, ce serait simplement, puis on prend notre exemple ici. Si j'ai un vecteur ligne, la transposée, qui va se noter avec un T comme ça, c'est simplement d'inverser pour vecteur ligne. Si c'était une matrice, on ferait l'inversion des entrées qui sont en colonne vers des entrées qui sont en ligne. Okay? Donc, ça, ce sont des définitions qui sont en lien avec le bras. Le bras, on ne l'utilisera pas aujourd'hui, mais il est vraiment important en calcul quantique. Lorsqu'on fait par exemple, justement des mesures en changeant de base, par exemple, il va devenir très important. Une autre chose qu'on peut noter également, c'est que le bracket, noté comme ça, c'est une opération mathématique en elle-même. C'est de la multiplication, comme je l'ai dit, d'un conjugué transposé et du vecteur initial. Donc, si, par exemple, j'écrivais psi ici et psi là, ce que je suis en train de dire, c'est que je multiplie psi par son conjugué transposé. Et ça, ce que ça nous permet de faire, finalement, c'est un produit scalaire, le résultat de ça. Peut-être une question que je pourrais vous poser. Si la multiplication de mon ket de psi multiplié par son conjugué transposé, c'est un produit scalaire, c'est quoi la sortie de ça? Est-ce que c'est un vecteur ou c'est un nombre? Ça le dit un peu dans le nom.
la sortie d'un produit scalaire ou d'un inner product ou d'un dot product, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un vecteur? Ouais, pas comme. Je pense que c'est un nombre. C'est un nombre. Oui, effectivement. C'est un nombre. C'est un scalaire. Ça le dit dans le nom. Donc, ce qu'on va avoir en sortie de ça, c'est juste un nombre qui va pouvoir servir justement dans les calculs d'amplitude, justement pour des probabilités ou un changement de base. Donc, ça, c'est l'essence des quêtes et de comment on les utilise. On va voir, on va les utiliser encore pour le restant de l'atelier. Mais est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici par rapport à ça, avant qu'on passe à la normalisation? Pas de questions? Fantastique. On enchaîne. Si je prends encore une fois mon quête arbitraire, mon quête ou mon état arbitraire que j'avais tout à l'heure avec psi, okay, et que je l'écris de la manière suivante, avec comme ça, plus quête de 1. Okay? Ça, c'est une manière commune d'écrire cet état-là. D'après vous, quelles sont les valeurs de alpha et bêta ici? Oui, c'est d'où? Je dirais 1. Oui, tous les deux, alpha et bêta, c'est égal à 1. Okay? Je ne les ai pas écrits, pas besoin de les écrire dans cette situation-là, simplement parce qu'ils sont égaux à 1. Donc, on les multiplie. Si maintenant je fais le calcul pour savoir c'est quoi psi, le vecteur psi, okay? De quoi va avoir là? C'est quoi les entrées que je vais avoir dans mon vecteur psi? Psi est égal à quoi sous forme de vecteur? C'est quoi les entrées qu'on a ici? Oui, Pacôme? 1, 1. 1, 1, tout à fait. Il y a quelque chose qui cloche ici. Puis ici, ce n'est pas évident encore. On va passer immédiatement à la mesure des probabilités. Je vais garder ça ici. Pour calculer les probabilités de mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser les coefficients devant nos états pour faire un calcul puis déterminer c'est quoi les chances d'obtenir un état en particulier. Donc, je résume. Si je veux calculer la probabilité d'obtenir 0, notez P petit 4 de 0, ou ce qu'on pourrait faire, c'est juste P0, c'est pas très grave, comment vous l'identifiez. La probabilité d'obtenir 0, moi je vous dis, c'est le module au carré d'alpha. Okay? Pour calculer la probabilité d'obtenir 0, il faut prendre le module au carré d'alpha. Donc tout à l'heure, quand j'ai dit le alpha il est lié à la probabilité, c'est pas que c'est la probabilité, c'est le module au carré d'alpha qui est la probabilité d'obtenir mon état qui est 0 ici. Okay? Donc là, juste for the sake of it, je vais écrire le alpha et le bêta ici, pour que ce soit évident. Donc on prend le coefficient qui est devant mon état 0 pour connaître la probabilité d'obtenir cette réponse-là. Donc si je veux faire la même chose avec la probabilité d'obtenir 1, très simplement, ça va être le module au carré de bêta. Maintenant, le module au carré, qu'est-ce que c'est? Le module au carré, c'est une opération des nombres complexes, encore une fois, parce que nos coefficients ici, ce sont des nombres complexes. Ces symboles-là ici, si vous avez fait de l'algèbre linéaire, ça peut ressembler par exemple au symbole, en fait, juste en algèbre tout court, ça ressemble à une valeur absolue. Or, ce n'est pas une valeur absolue, puisqu'on a un nombre complexe à l'intérieur de nos deux lignes. Et donc ici, ce qu'on a, c'est un module. Et le module, je vais le mettre au carré. Et le module au carré d'un nombre complexe, c'est tout simplement un nombre complexe, alpha, fois
sont conjugués. Bon. J'ai mentionné tout à l'heure le conjugué. On prend la partie imaginaire, on l'inverse. Là, ici, mon alpha, c'est juste 1. Donc, dans mon exemple ici, alpha, ça revient tout simplement à dire, ben, le module au carré, alpha fois son conjugué, ça revient tout simplement à dire alpha au carré. Est-ce que ça ici, est-ce que ça c'est clair? Alpha, c'est un nombre complexe. Son module au carré, il y aurait la partie imaginaire d'inverser. Or, alpha n'a pas de partie imaginaire. Donc, alpha et ici, son conjugué sont égaux. Donc, ça revient à faire alpha au carré. Si je fais ce calcul-là, ben, la probabilité d'obtenir 0, c'est 1. C'est quoi la probabilité d'obtenir 1? Oui. Voilà, dans la salle, là, c'est très. Ah, désolé. C'est 1. C'est quoi la. C'est 1, la probabilité. C'est aussi 1. C'est 1. C'est aussi 1, exactement. Qu'est-ce qui cloche? On l'a vu ici, mais là, c'est beaucoup plus évident, ça nous saute aux yeux. Oui. Ben, le problème, c'est que si on regarde ça, ça a l'air d'être 100% les deux, ce qui n'est pas possible. Exact. Si je fais la somme des probabilités d'obtenir 0 et 1, mais ça me donne 2. Puis ça, c'est supérieur à 1. Généralement, en probabilité, c'est un nombre entre 0 et 1. On ne peut pas avoir une probabilité qui est supérieure à 1. Et donc, ici, on a quelque chose qui ne fonctionne pas. On a un état qui est non normalisé. Ce qu'on peut faire, cependant, c'est utiliser tout ça pour ramener nos coefficients dans un ordre de grandeur équivalent qui va leur permettre, lorsque je vais faire le calcul de mes probabilités, d'être contenu quand je vais faire le calcul des probabilités et que je vais les additionner, d'être contenu entre 0 et 1. Donc, pour ça, il faut faire une normalisation des états. Il faut ramener ou réduire les coefficients de manière équivalente. Donc, les deux doivent diminuer d'une manière équivalente pour qu'ensuite, lorsque je fasse le calcul des probabilités, j'obtienne une probabilité quand je fais la somme des probabilités, j'obtiens 1. Est-ce que c'est aussi correct si, par exemple, les probabilités sont inférieures à 1? Si la somme des probabilités est inférieure à 1, est-ce que j'ai aussi un problème ou est-ce que c'est correct? Oui. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème, tout à fait. Parce que sinon, il y a quelque chose qui nous manque. On a un espace qui est incomplet. Donc, il faut absolument que ça égale 1. Pour ce faire, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre vecteur qu'on avait ici tout à l'heure. Je peux effacer le module au carré, la définition du module au carré. De toute façon, je l'ai mentionné ici, on n'aura pas besoin de faire la partie imaginaire, le changement de partie imaginaire. Donc, une manière de faire la normalisation, si je prends mon vecteur ici, mon vecteur 1, 1, je vais le représenter dans un comme ça. Donc, ça, c'est mon vecteur ici. Bon, je mentionnais tout à l'heure, il y a des indices. On a l'indice I puis l'indice J. Puis ça, vous l'avez déjà fait. Si on prend les composantes du vecteur comme ça, ben on aurait notre I ici, puis on aurait notre J là. Okay? Jusqu'ici, ça va? La longueur du vecteur, comment je la calcule dans ce cas-là? La norme d'un vecteur, ça c'est un truc d'algèbre linéaire tout simple. Même secondaire 4. Oui, c'est d'où? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est racine carrée de, je sais pas, 1 au carré plus J, c'est comme 1 au carré? Non? Oui, je pense avoir compris ce que tu as dit. Dans le fond, on va faire la racine carrée. Je vais prendre mon crayon noir. Prendre la racine carrée de, effectivement, I à la 2 plus J à la 2. Donc, I au carré plus J au carré. Okay? C'est simplement Pythagore. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner la racine, ça va me donner la racine carrée de 2.
OK? On retient ça, c'est très important. Pour normaliser mon état, ce que je souhaite faire, c'est modifier J et I de sorte que la longueur de mon vecteur ne soit pas égale à racine carrée de 2, mais elle soit égale à 1. Puisque lorsque je vais faire la somme de mes deux nombres au carré, il faut que ça me donne 1. Okay? Donc, je prends la longueur de mon vecteur, qui est égale à racine carrée de 2. Je veux qu'elle égale 1. Qu'est-ce que je vais faire comme opération sur I et J? Je veux un I' puis un J' de sorte que la longueur de mon vecteur ici soit égale à 1. Ce que je vais faire, c'est que c'est tout simple. Je vais prendre la valeur de J et la valeur de I, puis chacune, je vais les diviser par la norme que j'avais trouvée. On va le vérifier. La norme que j'ai trouvée, c'est racine carrée de 2. Donc, mon J', c'est maintenant 1. Oui, est égal à 1 sur racine carrée de 2. Puis I', c'est égal à 1 sur racine carrée de 2. Maintenant, si je recalcule la longueur de mon vecteur, est-ce que ça me donne bien 1? On le fait rapidement. Racine carrée de 1 sur racine carrée de 2 à 2 plus 1 sur racine carrée de 2 à la 2. Ça, à la 2, ça me donne une demi, plus 1 sur racine carrée de 2 à la 2, ça me donne une demi. Une demi plus une demi, ça me donne 1. Racine carrée de 1, ça me donne 1. OK? Donc, je résume. On avait un vecteur avec des amplitudes ou des coefficients qui étaient trop élevés. Pour déterminer c'est quoi le nombre par lequel je dois diviser ces deux entrées-là pour obtenir des valeurs normalisées, j'ai calculé la norme de ce vecteur-là, qui m'a donné racine carrée de 2 en faisant Pythagore. J'ai pris la norme et je l'ai utilisée pour diviser chacune de mes entrées pour obtenir un nouveau vecteur prime, psi prime, on va le mettre ici, psi prime, qui est maintenant ça, 1 sur racine carrée de 2 et 1 sur racine carrée de 2. Oui, c'est d'où? Est-ce que dans ce cas-là, ces deux vecteurs sont équivalents ou ils sont égaux? Il y a une égalité? Non? Ils sont équivalents? Ils sont équivalents. Ils ne sont pas égaux, ils sont équivalents. Et donc, en fait, l'état psi et l'état psi prime sont équivalents. L'état psi prime étant l'état normalisé de l'état psi. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle un état qui a été normalisé. Je peux prendre mes coefficients puis les remettre dans mon état ici, puis simplement réécrire psi au complet avec les coefficients qui ont été recalculés pour avoir un état psi prime avec des coefficients qui sont normalisés. Ça va? Ça répond à la question? Ouais, c'est parfait. Mais en fait, j'avais une autre question. Est-ce que on pourrait avoir d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec 1, et puis essayer de retrouver l'état normal? Oui, c'est comme tout à fait. là, ouais. Absolument. Là, ici, j'ai mis 1, OK? On aurait pu avoir 2 ici. J'aurais pu dire l'état est égal à 2. Puis, encore une fois, en faisant le calcul ici, je me serais rendu compte que c'est supérieur à 1. Donc, il aurait fallu refaire le calcul pour normaliser
afin d'obtenir des nouvelles entrées qui, elles, sont, lorsqu'on les utilise pour calculer les probabilités, on va obtenir 1. OK, parfait. Merci. Ça a du sens? Fait que, oui, j'ai utilisé un 1, mais n'importe quelle autre entrée qui aurait donné des probabilités qui ne sont pas normalisées, il aurait fallu les normaliser avant de pouvoir poursuivre quoi que ce soit. OK? Et ça, pourquoi c'est comme ça aussi? C'est à cause de ma sphère de Blore. Ma sphère de Blore, son rayon est de 1. L'amplitude est de 1. C'est la même histoire ici. C'est tout lié. Justement, on peut faire un exemple rapidement. Cette fois-ci, si on avait... on va faire le calcul vite, vite. Je vais garder ça ici. Voilà. Bon, cette fois-ci. Si alpha est égal à 3 et bêta est égal à 4, j'ai donc 3 et 4 ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si alpha est égal à 3 et bêta est égal à 4, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que je dise que psi, c'est le vecteur 3, 4? Oui, Pacom. Ça nous donnerait une norme de 5, ce qui ne serait pas correct. Oui, effectivement, ça nous donnerait une norme de 5, donc effectivement, ce ne sera pas correct. Tout à fait d'accord. Je te prends un petit peu d'avance. Une chose que je voulais faire remarquer aussi ici, c'est le vecteur, là. Si alpha c'est 3, bêta c'est 4, le vecteur qui est là, c'est tout simplement on est d'accord? Lorsque j'écris un état arbitraire alpha quête de 0 plus bêta quête de 1, je peux simplement réécrire mon état psi, mon vecteur résultant en ayant chacune des entrées qui sont dans le fond les coefficients de mon état arbitraire. Donc, les coefficients alpha et bêta vont prendre chacune des places des entrées dans mon vecteur. Okay? Mais oui, effectivement, Jordan, si je calcule la norme de 3 et 4, donc c'est tout simple. Si je fais racine carrée de 3 à la 2 plus racine carrée de 4 à la 2, ça me donne effectivement 5. Et on peut le vérifier, ça donne 9, 16, 25, 25 à la 2, 25, racine carrée de 25, ça me donne 5. Okay? C'est votre fameux triangle, rectangle que vous pouvez calculer de tête. Les probabilités vont suivre. Donc, alpha à la 2, ici, ça va donner 9. Bêta à la 2, ça va donner 16. Bon, ici, de toute évidence, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est quoi l'opération qu'il faut que je fasse sur alpha et bêta pour obtenir un psi prime qui a un état normalisé? Qu'est-ce que je vais faire avec 3 et 4? Oui, Saïdou? Si j'ai bien compris, on fait le 3 sur 5. Et l'autre, c'est 4 sur 5. Exactement. Donc, l'état psi prime, on va prendre la première entrée, 3, qui est trop grosse. On va la diviser par la norme trouvée, donc 5. Et on prend 4, puis on va la diviser par la norme trouvée, 5. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça va? C'est clair? Donc ça, c'est comme ça qu'on normalise un état. Maintenant, si je prends le calcul, que je prends ces entrées-là et que je recalcule les probabilités, on peut le vérifier. Bien, ici, je vais avoir 9 sur 25. Puis ici, je vais avoir 16 sur 25. Si je fais la somme des deux, 25 sur 25, et donc 1, mon état est normalisé avec succès. Ça va? Est-ce que je peux effacer? Est-ce que vous avez des questions sur la normalisation et probabilité de mesure? Oui, Félix-Antoine.
C'est plus une question, en fait, sur T'es tout le temps supposé mettre alpha pour le 0 puis bêta pour le 1? Une norme? C'est plus une convention. Tu as dit le mot norme, là. Convention, norme, c'est plus une convention, une norme qu'une obligation. Là. L'important, c'est d'avoir un coefficient devant. Ce coefficient-là, il est toujours complexe. Donc, le coefficient, il est toujours complexe. Et généralement, on dénote ces coefficients-là par des lettres grecques. OK. On va, dans un état où il va y avoir plus que 0 et 1, il va y avoir d'autres entrées auxquelles il va falloir associer des coefficients. On va simplement associer d'autres lettres grecques comme coefficients. OK, parce qu'il peut y avoir plus que juste ces deux entrées-là. Exactement, tout à fait. Okay. On va le voir d'ici la fin, tout à fait. Ça marche, merci. Ça va pour ça? Je peux effacer? Maintenant, les opérateurs. Nos fameuses portes quantiques. Comment qu'on les applique sur nos qubits mathématiquement? Donc, les opérateurs, on appelle aussi des portes quantiques. Ces opérateurs-là, vous en avez vu déjà là, dans vos ateliers. J'aimerais ça que vous me nommiez ceux que vous connaissez. Flexez votre savoir. C'est quoi les portes que vous connaissez? Porte d'Amor? Je me trompe pas. Oui, il y a la porte Hadamard. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une main levée. ZZ. ZZ. Merci de flex. Quelqu'un d'autre? Les portes de Pauli, ça vous dit quelque chose? Porte de Pauli X, Pauli Y, Pauli Z. Pauli X, Y, Z. Il y en a d'autres? Pour le moment. Oui, pas comme? Controlled, non? Oui, ça fait. Si. Note. OK. Chacune de ces portes-là a une matrice associée. Pas combien encore une main levée? Quantité aussi. Oui, merci. Merci. Si ça t'ennuie pas, je vais effacer le ZZ pour remplacer par identité. Parce que malheureusement, je ne connais pas la matrice de ZZ par cœur. Je vais mettre identité. C'est mathématique, ça va. Donc, chacune de ces portes-là, ces opérateurs-là, a une matrice associée. On les avait mis dans le diapo de l'atelier 2, mais on ne les avait pas vraiment utilisés. Je vais commencer par les portes de Pauli, qui sont les plus simples. La porte Pauli X, la matrice, c'est pour les portes à 1 qubit ici, ce sont des matrices 2 par 2. La porte Pauli X, c'est 0, 1, 1, 0. La porte Pauli Y, c'est 0, moins I, 0. Et la porte Z, c'est 1, 0, 0, moins 1. La porte d'Anamar. On pourrait noter chacune de ces entrées. Moi, j'aime bien sortir le coefficient devant. Je vous explique rapidement. C'est si je fais 1 sur racine carrée de 2, que je fais une matrice 2 par 2 de 1, 1 et moins 1. L'autre manière de l'écrire, puis ça se peut que vous la voyez dans la littérature, c'est d'avoir pas de coefficient devant avec 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, 1 sur racine carrée de 2, moins 1 sur racine carrée de 2. Je trouve ça trop long à écrire, je trouve ça trop petit à écrire, fait que je sors le coefficient,
et je garde seulement les signes finalement dans ma matrice. OK? Je vous invite à faire de même si vous êtes aussi paresseux que moi lorsque vous écrivez la porte d'Adamar. La porte C-note, c'est la porte intricante. La matrice est plus grosse. Je ne vais pas l'écrire tout de suite, puisque dans le fond, on va voir pourquoi elle est plus grosse. Dans le fond, c'est une porte à 2 qubits. Au lieu d'avoir une porte à un seul qubit, une porte à 2 qubits. Donc, la taille de la matrice va être plus grosse. Puis la porte identité, qui a été nommée en dernier par Pacôme, ben, c'est tout simplement une matrice diagonale 1. Une matrice identité, 2 par 2. OK? Cette porte-là, à votre avis, elle fait quoi? D'intuition comme ça, là. Qu'est-ce que la porte identité fait dans un circuit? Ouais, pas comme. Rien. Rien pantoute, exactement. Ça fait rien du tout. La porte identité, lorsqu'on l'applique, elle va rien faire. Par contre, on va pouvoir l'utiliser quand même dans des calculs, justement pour indiquer qu'à cet endroit-là, il n'y a rien qui se passe. Donc, peut-être un détail, une note qui peut être faite en termes de définition. Si je prends une matrice ou un opérateur que je vais appeler U, c'est un opérateur quelconque, là, et que lorsque je prends l'inverse de cette matrice-là, U dagger ou U avec une petite étoile, lorsque je prends l'inverse de cette matrice-là, puis que je les multiplie ensemble, si cette multiplication-là me donne identité, on va dire que c'est un opérateur hermitien. Okay? Donc, si ça c'est vrai, U, c'est un opérateur hermitien. U est hermitien. OK? On a quelques portes qui sont comme ça, quelques portes qui sont des portes hermitiennes, qui sont, dans le fond, finalement, leur propre inverse. En d'autres mots, un opérateur hermitien, c'est un opérateur qui est sa propre inverse. La porte Hadamard, c'est sa propre inverse. Si vous faites Hadamard puis vous refaites Hadamard, vous êtes revenu à votre point de départ. Les portes de Pauli, même chose. La porte d'identité, ben, c'est tout simplement une porte d'identité. Il y a des portes qui ne sont pas leur propre inverse. Les portes qui, lorsqu'on exécute 2 fois, ce ne sera pas identité. Lorsqu'on fait la porte et son inverse, ça ne donnera pas identité. Donc voilà. Ça, c'est pour les opérateurs. Maintenant, pour appliquer, je vais peut-être juste effacer ici sur le côté. Moi qui ai besoin de noter ça ici, je veux m'arrêter. Je vais effacer la partie ici sur le côté. Donc, pour appliquer ces portes-là, admettons que je veux appliquer, par exemple, X sur mon état 0. OK? Quand je veux appliquer une porte sur un état, ben, je vais le noter encore plus simplement X avec l'état devant. Et si j'avais plus qu'un opérateur à faire, ben, je les additionnerais ici, tranquillement vers la gauche. Okay? Donc, si j'avais un opérateur qui vient après X, je le mettrais dans cette ligne-là avant X. Okay? Pourquoi? Parce que lorsque je fais le calcul, finalement, ce que je fais, c'est l'opérateur, donc la matrice de mon opérateur, 0, 1, 1, 0. Et je prends cette matrice-là et je la multiplie sur mon vecteur. Le vecteur de 0, c'est... Le vecteur de 0, c'est quoi? 1, 0. Exactement. 1, 0. OK? Si je fais la multiplication de ça, une multiplication de matrice, je me souviens, on groupe comme ça. OK? La sortie de cette multiplication-là, c'est quoi? Une matrice ou un vecteur?
Un vecteur? Yes. Donc, ce qu'on va avoir à la sortie de ça, c'est un vecteur. Puis le vecteur, il faut faire le calcul, dans le fond, des intersections. On va faire 0 fois 1 plus 1 fois 0. N'est-ce pas? Puis la deuxième entrée de mon vecteur, 1 fois 1 plus 0 fois 0. OK? C'est carré là, comme vecteur là, parce que j'ai mis mes opérations dedans. Là, mais si on résume tout ça, ici, la première ligne, j'ai 0. La deuxième ligne, j'ai 1. Donc, la sortie, c'est bel et bien un vecteur. Et le vecteur, c'est 0, 1. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement mon quête de 1. N'est-ce pas? Si je fais ça, puis je regarde ce que j'ai fait, est-ce que ça a l'allure? Oui, exactement. Je prends mon X, je l'applique sur mon état 0, j'obtiens le quête de 1. Ça va? Maintenant, les opérateurs, je peux également les appliquer entre eux. Donc, en série, si par exemple, j'avais, comme je l'ai dit, plusieurs opérateurs, mettons que je voudrais faire la combinaison d'un opérateur qui suit un autre. Par exemple, appliquer H sur X. Mais là, ça reviendrait finalement à dire HX. Et quand je vais les multiplier, je vais les faire dans cet ordre-là. Donc, je vais avoir la première matrice, 1 sur racine carrée de 2, 1, 1, 1, moins 1. Et la seconde matrice, 0, 1, 1, 0. De la même manière, je vais faire mes calculs avec chacune des entrées. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Bien, je vais simplement obtenir 1 sur racine carrée de 2. C'est 1, 1, moins 1, puis 1. Okay, vous pouvez faire ce calcul-là si vous voulez le valider. Juste m'assurer que ça ici, c'est clairement identifié comme ça. En appliquant H sur X pour calculer c'est quoi la matrice résultante de H appliquée sur X. On va faire la multiplication de la matrice de H par la matrice de X. Okay? Et ça, par la suite, je peux prendre ça, cette matrice résultante, puis l'appliquer. En fait, je vais simplement le faire comme ça. Puis l'appliquer sur un état. Donc là, encore de la même manière, je prendrais la matrice résultante de Hx, ici, puis je pourrais l'appliquer sur un vecteur pour savoir c'est quoi le vecteur qui est à la sortie de H appliqué sur X appliqué sur l'état 0. Est-ce que ça va pour ça? Maintenant, visuellement, dans un circuit, ça aurait l'air de quoi ça? H appliqué sur X appliqué sur 0. Mais ça reviendrait simplement à faire, mais on va le faire en résumé en fait, là. On a notre état 0. On a appliqué X dessus. Sur quoi on a appliqué H. Qu'est-ce qui nous manque à la fin de notre circuit? La mesure. Mais la mesure, vous l'avez déjà fait. Vous avez vu les probabilités de mesure. Et donc, en résumé, là maintenant qu'on a terminé les opérateurs, vous avez toutes les connaissances nécessaires pour être capable, si vous le désiriez, de programmer un simulateur quantique à 1 qubit. Vous avez vu comment encoder un état avec à l'aide d'un vecteur, comment appliquer des portes avec du calcul matriciel,
Puis finalement, vous avez vu les probabilités de mesure, donc comment calculer à partir du vecteur qui se trouve ici. C'est quoi les probabilités d'obtenir 0 et d'obtenir 1? Est-ce que ça va pour ça? Oui, Félix-Antoine. Est-ce que tu vas avancer sur l'explication de ce même calcul-là, mais avec plusieurs qubits ou non ce soir? Oui, dans le fond, c'est la prochaine section. Puis c'est la dernière section. Je vais attendre mes questions alors à propos de ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Tout est beau. Pacom fait un incroyable travail à complémenter ce qui se passe en présence. Excellent. Donc, maintenant, c'est exactement ce que la question de Félix-Antoine, ce qu'il vient de poser, c'est, là, j'ai un simulateur à 1 qubit, je peux même le programmer, j'ai tout compris comment ça fonctionne, mais là, si je veux plus qu'un qubit, comment je vais faire? On va voir le produit tensoriel, une opération mathématique qui va nous permettre de voir comment parler de plus qu'un qubit à la fois. Je peux effacer? Donc, le produit tensoriel. Le produit tensoriel, dans le fond, ce qui va nous permettre de faire, excusez-moi, je vais simplement défiler mes petites notes, va nous permettre de combiner deux espaces vectoriels. J'ai mentionné au début qu'un qubit ou un ket, c'est un espace vectoriel ou un vecteur. Puis nous, on veut combiner des espaces vectoriels. Nous, on a calculé en série. Maintenant, on veut les combiner en parallèle pour être capable de parler de plus qu'un qubit. OK? Donc, tenez bon, c'est la dernière notion qu'on voit ce soir. On va le voir de deux manières. On va voir avec la notation vectorielle, puis ensuite, on va voir avec la notation de Dirac. Donc, le produit tensoriel qui va se noter, dans le fond, avec un signe de fois encerclé. Ça, c'est le symbole du produit tensoriel ou du produit Kronecker. Je vais l'écrire. On a en notation vectorielle ce qu'on appelle le produit Kronecker. Le produit Kronecker va nous permettre de faire le calcul du produit tensoriel à l'aide de la notation vectorielle. Donc, à l'aide des vecteurs, à l'aide des matrices, on va pouvoir utiliser le produit Kronecker pour faire le produit tensoriel. Le produit tensoriel, sans le produit Kronecker, on va pouvoir le faire avec la notation de Dirac. Le produit Kronecker, finalement, qu'est-ce qu'il est? Si je définis deux vecteurs, par exemple le vecteur U, pas besoin de faire un 1, pas besoin d'indice. Le vecteur U, qui est égal à ses entrées U1 et U2. Et le vecteur V, qui est égal à ses entrées V1 et V2. Eh bien, le produit Kronecker de ces deux-là, la combinaison des deux espaces vectoriels ou des deux vecteurs, elle va s'écrire comme étant, pardon, si je veux combiner U avec V, produit Kronecker, comme ça. Et ce calcul-là, comment qu'on le fait? On va faire une grande matrice. Excusez-moi. Voilà. Avec chacun des éléments. Chacun des éléments de U, étant donné que c'est U qui est devant, qui est le premier terme de mon produit Kronecker, chacun des éléments de U va être multiplié par le vecteur V. Donc, ça va donner un troisième vecteur, un vecteur résultant, qui n'a pas les mêmes dimensions. Donc là, ici, les dimensions, il va y avoir 4 entrées. Le résultat de ça,
c'est finalement U1 fois V1, U1 fois V2, U2 fois, c'est peut-être V1 et U2 fois V2. Donc, il y a 4 entrées dans ce vecteur-là. OK? On va faire un exemple. Ça nous permet de voir un peu plus comment, qu'est-ce que ça veut dire là, en termes d'état quantique à partir d'un état psi, à partir d'un état arbitraire. OK? Donc, je prends un exemple. J'ai le qubit, un premier qubit qui est à l'état 0. Et j'ai un second qubit qui était à l'état 1. OK? On va donner un petit fil comme ça qui s'en va comme ça. L'état de chacun, ou le vecteur de chacun, c'est 1, 0, pardon. Et 0, 1. OK? Tout le monde est d'accord avec ça? Il n'y a pas d'erreur avec ça? Maintenant, je veux exprimer à l'aide d'un seul vecteur les deux espaces combinés ensemble. Donc, pour ce faire, ce que je vais faire, c'est le produit Kronecker du quête de 0 avec le quête de 1. OK? En notation vectorielle, qu'est-ce que ça va me donner, ça? C'est quoi le résultat de ça? Si je prends les deux vecteurs ici et que je reproduis ce qui se passe là. Ouais. C'est une matrice 2 par 2, je ne me trompe pas. Non, ça va donner vraiment un vecteur. Donc, on avait notre vecteur, on avait deux vecteurs ici tout à l'heure. On a fait leur produit Kronecker. On a obtenu un vecteur qui a doublé en dimension. Parce qu'on a on a pris chacun des éléments et on les a multipliés par le vecteur qui est par le deuxième terme. OK? Donc, ça reviendrait ici à faire qu'on prend l'élément, je vais faire un grand vecteur comme ça. C'est égal, voilà. Ok. Je pense que je comprends. C'est une matrice 1 par 4, puis tu multiplies la première section par la deuxième. Tu fais un multiple pour toutes les options possibles de multiplication. Exact. Je vais prendre le premier élément du vecteur 0. Je vais multiplier par le premier élément du vecteur 1. Ça va me donner 1 fois 0, 0. Ensuite, je vais faire 1 fois 1, 1. Ensuite, je vais faire le deuxième élément multiplié par le vecteur. Donc, 0 fois 0, 0. 0 fois 1, 1. Pardon, 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a une question? Pas de question. Donc, j'ai pris mon vecteur ici. Dans le fond, je suis allé prendre tout ça, puis je suis allé multiplier par le premier, pris le deuxième, puis multiplier par le deuxième élément pour finalement combiner les vecteurs un par-dessus l'autre. OK? Oui, c'est d'où? Est-ce que ça fonctionnerait aussi avec par la commutativité? Est-ce qu'on pourrait comme mettre le vecteur dans l'autre sens et que ça fonctionnerait aussi? Le produit tensoriel est non commutatif. Donc, l'ordre est important. OK? D'ailleurs, si on l'essaye, si on essaie de voir en inversant ici, est-ce que ce serait égal? Une manière facile de prouver que c'est commutatif ou non, on fait l'inverse de ça, c'est-à-dire on fait est-ce que ça, c'est égal à ça? Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce vecteur-là, puis on va aller le multiplier par chacune des entrées. Donc, on a 0, donc ici, 0, fois le vecteur 1, 0. Ensuite, on a 1 fois le vecteur 1, 0. Ce qui va me donner 0, 0, 1, 0.
Ça répond à la question. Yes, c'est parfait. Merci. Donc, le produit tensoriel n'est pas commutatif. OK? Maintenant, le produit tensoriel, je peux également le faire sur des matrices. OK? On va le faire ensemble. Je vais effacer ça ici. Je vais effacer mon exemple ici. OK? Si maintenant, à la place de vouloir parler de mon état 0 puis de mon état 1, c'est plutôt deux portes. C'est X et Z que j'avais mis. OK? Tout à l'heure, j'ai combiné les espaces vectoriels 0 et 1. Et là, ce que je souhaite faire, c'est combiner ces deux matrices-là en une seule. Guidez-moi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je m'occupe de, dans le fond, le produit tensoriel de X et Z? Qu'est-ce que ça donne, ça? On peut peut-être commencer par écrire les matrices. La matrice de X, c'est quoi? Quelqu'un peut me donner la matrice de X? Je ne sais plus si c'est 0, 1 et 0. J'ai oublié. Oui, c'est ça. 0, 1, 1, 0. OK? La matrice de Z? Une main levée, oui. 0, 0, moins 1. C'est bon. 1, 0, 0, moins 1. Fantastique, merci. Maintenant, comment je calcule ça? Je peux m'essayer. Mhm. Je ferais 0 multiplié par le vecteur en rouge. Tout le Ouais. vecteur en rouge, ouais. On a 0 fois toute la matrice. Je vais les garder débouchés parce que je ne vais pas mal les switcher ici. Donc, on a 1, 0, 0, moins 1. OK. Ensuite, Ensuite, c'est 1 multiplié par toute la matrice. oui. Ensuite, c'est 0, c'est 1 en bas, multiplié par toute la matrice. Puis 0 aussi, pareil. Évidemment. Et là, cette belle grosse matrice-là, qu'est-ce que ça me donne? Moi, j'aime bien la diviser comme ça pour me donner une meilleure idée. OK? Là, c'est tout simple. 0 fois tout ça, je vais avoir 4 entrées. 0, 0, 0, 0. N'est-ce pas? 1 fois cette matrice-là, ben, c'est tout simplement cette matrice-là. Je vais avoir 1, 0, 0, moins 1. Je poursuis. Même chose ici. 1, 0, 0, moins 1. En dernier lieu, 0, 0, 0 et 0. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je commence à être sur le bord de la caméra, je pense. Ouais, juste limite. OK. Donc là, la matrice, elle a grossi rapidement, n'est-ce pas? Quand on a parlé de simuler un ordinateur quantique ou simuler des circuits quantiques, il est là le problème. J'ai combiné deux portes, j'ai combiné deux qubits. J'ai rajouté un seul qubit, puis la taille de ma matrice pour stocker les informations a doublé. Et donc, c'est le problème auquel je fais face avec la mémoire dans les ordinateurs. À partir du moment où je double l'espace de
à partir du moment pardon, où je rajoute un seul qubit, je double l'espace de mémoire dont je vais avoir besoin pour stocker cette information-là. OK? Puis là, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai combiné cet espace-là et que j'ai combiné cet espace-là, je peux maintenant appliquer, comme j'aurais fait en série, le produit tensoriel de x et z sur le produit tensoriel du vecteur 0, 1. Donc, ma grosse matrice ici, je peux maintenant la multiplier par le vecteur que j'avais trouvé tout à l'heure, qui était de mémoire 0, 1, 0, 0. Pour rappeler, tout à l'heure, quand on a terminé avec notre vecteur, on avait le vecteur, le produit chroniqueur de 0 et 1. Okay? Ça nous a donné un vecteur qui était 0, 1, 0, 0. Okay? Si je veux noter ça en notation Dirac, comment je vais le faire? Les entrées dans mon vecteur, okay, ce sont des coefficients. On se souvient tout à l'heure, quand on avait un espace vectoriel, les entrées, c'était les coefficients. On avait, dans un vecteur à 2 entrées, on avait alpha et bêta. OK? Mais là, si je vous dis que ça, c'est alpha, ça, c'est bêta, toujours, puis ça, c'est gamma, puis ça, c'est delta. OK? Je peux maintenant composer en faisant alpha fois le premier état à 2 qubits possible, plus bêta fois le deuxième état à 2 qubits possible, plus gamma fois le troisième état à 2 qubits possible, plus, delta. Ben, ça, c'est un beau delta, finalement. Le dernier état à 2 qubits possible. OK? Puis ça, finalement, ben, comme c'est 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, mais finalement, tout ce qu'on a, c'est qu'est-ce qui s'est passé entre ça et ça, finalement? Est-ce que quelqu'un... Ah, il y a Félix-Antoine qui a la main levée. Est-ce que c'est une question pour répondre? C'est pour une autre question, mais je peux aussi répondre juste une simplification, j'imagine. Tu t'enlèves ce qui n'est plus nécessaire, puis là, tu sais que ton bit. Ton résultat est D du plus est égal à 0. Presque. Il y a quelque chose que tu as dit. Si, mettons, on pense en termes de string, hein, de bit string, qu'est-ce qui se passe quand on prend 2 strings et on les met ensemble, qu'on les colle? On fait une concaténation. C'est exactement ça qui s'est produit. Lorsque j'ai fait le produit tensoriel de l'état du quête de 0 et du quête de 1, j'ai fait une concaténation, puis je peux simplement réécrire cet état-là de cette manière-là. OK? Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est que finalement, écrire 0, quête de 0, produit tensoriel de 1, OK? C'est équivalent à écrire tout simplement quête de 0, quête de 1, et c'est équivalent à écrire tout simplement la concaténation des deux. OK? Ça simplifie le processus. Oui, Félix-Antoine, tu avais une question. Oui, en fait, c'était une autre question avant de précédente, celle-là. C'était en fait combien de lettres grecques existent? Vu que sûrement on l'utilise, à un moment donné, on va commencer à run out. Je pense. Je ne sais plus c'est quoi le nombre, là, mais c'est pas très loin de l'alphabet normal. Là. Je pense que c'est même un peu moins. Okay. Là. Il y a peut-être comme 22 lettres, je ne sais plus c'est quoi le nombre, là, mais il y a des lettres majuscules et des lettres minuscules. Okay. C'est différemment.
Mais c'est de la même manière, c'est pas obligé d'utiliser alpha ou bêta. J'aurais pu mettre A, B, c'est juste une manière de dénoter que c'est des nombres complexes. OK. Les physiciens aiment bien ça, là, les lettres grecques. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ici, la notation? Non, vous comprenez comment on est arrivé à ça? Fantastique. Fait il y a 3 propriétés que j'aimerais qu'on retienne du produit tensoriel. Puis on va les voir en notation Dirac. C'est tellement évident quand on le fait en notation Dirac. Le premier, c'est l'associativité. Ça veut dire quoi être associatif en mathématiques? La définition de associatif. Pas de réponse. Ça veut simplement dire que l'ordre dans lequel je fais les opérations n'est pas important. Si je fais ce produit tensoriel-là en premier, puis après ça, je prends la matrice ou le vecteur résultant, puis que je fais le produit chroniqueur avec celui-là ici, c'est la même chose que si j'avais fait la parenthèse ici à la place. OK? C'est ça que ça veut dire, l'associativité. L'ordre dans lequel je fais les opérations n'est pas important. Par contre, ou du moins les paires de combinaisons de termes que je fais n'est pas important. Cependant, comme Seydou a dit tout à l'heure, est-ce que c'est commutatif? Non, c'est non commutatif. Commutatif. Okay, donc, non-commutativité du produit tensoriel. Ce que ça nous dit, c'est que d'inverser les deux termes, ça ne fonctionne pas. Okay? Donc, les paires on peut les faire dans un ordre différent. Je pourrais faire ce calcul-là en premier, puis après ça, prendre le résultat puis faire le produit avec mon quête de 0. Mais je ne peux pas inverser les termes dans ma suite. On l'a vu tout à l'heure, on a fait la preuve, on a démontré pourquoi. Le produit sensoriel, c'est non commutatif. Puis juste simplement pour le réitérer, ce serait comme dire psi 1, chroniqueur, psi 2. C'est pas égal à psi 2, chroniqueur, psi 1. Okay. Notez que j'ai écrit les chroniqueurs, là, mais j'aurais pu aussi l'écrire comme ça. J'ai écrit les petits symboles là, de produit tensoriel, pardon. Mais j'aurais pu l'écrire de cette manière-là. Okay. Et finalement, la dernière propriété, qui est celle qui fait qu'on calcule beaucoup plus vite en notation Dirac, c'est la linéarité. La linéarité, ça fait qu'il y a une distribution qui peut se faire lorsqu'on fait un produit tensoriel. Si par exemple, j'imagine que j'ai 3 vecteurs. J'ai U1, j'ai U2, puis on va dire V. OK? Si je fais U1 plus U2, que j'ai fait le produit chroniqueur avec V, il y a une distribution qui peut se faire. On va avoir U1, produit chroniqueur de V, sommé avec U2. J'arrête pas de dire produit chroniqueur, mais c'est produit tensoriel, parce qu'on n'est plus en notation vectorielle, c'est produit tensoriel de V. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou c'est clair? C'est juste une règle, il faut l'accepter, mais vous pouvez l'utiliser dans les calculs. Finalement, l'autre chose aussi, la linéarité, ce que ça nous permet de faire, c'est que si par exemple, j'ai aussi un scalaire, OK? U1, U2, ce sont des vecteurs. J'ai pas mis des petites flèches partout, là. Ça, c'est des vecteurs.
Et admettons que j'ai C, qui est un scalaire, ou un coefficient, un nombre, juste un nombre. Mais lui aussi, je peux, dans le fond, le replacer ou le relocaliser où je le souhaite. Donc, si je faisais la multiplication, par exemple, de CU, produit chroniqueur de V, est-ce que vous voyez toujours? Je n'écris pas trop bas, là? Non, OK. Mais c'est équivalent à dire tout simplement U, produit tensoriel CV, et même C, ça. OK? Maintenant, je peux effacer associativité, non-commutativité et ce qu'il y a au-dessus. OK. Si je fais ça et que j'utilise la linéarité, ce que je peux faire, c'est tout simplement, dans le fond, distribuer chacun de mes termes dans mon état composé, donc dans mon état qui a une combinaison linéaire dedans. Je peux prendre chacun des termes et aller le concaténer avec un produit tensoriel avec les autres termes de mon autre état. OK? Donc, l'état résultant, qu'on peut aussi noter psi 1, 2 ou psi, on aurait pu aussi écrire psi 1, psi 2 à l'intérieur du ket. Je vais prendre chacun des termes, je vais aller le concaténer avec l'autre. Donc, j'ai alpha 1. Là, je vais refaire la même chose que tout à l'heure. On va déboucher. J'ai alpha ket de 0. Produit tensoriel. Alpha 2 ket de 0. Je prends alpha 1, je vais aller le concaténer avec lui ici. Plus alpha 1. Ça. Produit tensoriel. Bêta 2 ket de 1. La suite, je prends bêta 1, je le concatène avec les deux autres. Bêta 1, ket de 0, produit tensoriel. Je répète, alpha 2, ket de 0. Puis ici, excusez-moi, c'est bêta ket de 1. Je suis noté ici bêta ket de 1, j'ai fait une erreur. Plus bêta 1, ket de 1. Produit tensoriel. Bêta 2, ket de 1. Phew. OK. J'ai pu concaténer chacun des termes. Puis maintenant, d'après ce que j'ai ici, je peux déplacer des choses pour faciliter mon calcul. Donc, déjà, le coefficient A, on peut noter que c'est un coefficient, donc c'est un scalaire. Je peux prendre ce nombre-là, puis simplement aller le mettre de l'autre côté. Donc, combiner mes coefficients ensemble. Puis, ce qui va me rester finalement, c'est 0, ket de 0. Ket de 0, produit tensoriel, ket de 0. Et ça, je vais pouvoir les concaténer ensemble en un seul ket. OK? Et donc, je peux réécrire une dernière fois cet état-là. Simplement avec alpha 1, alpha 2, ket de 0,
0. Je ne me donnerai pas la peine des couleurs pour ici. Alpha 1, bêta 1, concaténation, plus, là je vais enlever linéarité ici, pouvoir terminer, bêta 1, alpha 2, 4, 2, 1, 0, concaténation, puis finalement, en dernier lieu, bêta 1, bêta 2, 4, 2, 1, 1. Et voilà. OK? Donc, faire la combinaison des deux comme ça. J'ai pris chacun des termes. Je les ai combinés avec un autre, avec un terme de l'autre état avec l'aide d'un produit tensoriel. Puis une fois que j'ai ça, quand j'utilise ma linéarité, je peux tout simplement redéplacer mes composants pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à calculer, puis beaucoup moins long à faire dans une immense matrice. Il y aura beaucoup moins d'erreurs qui vont se loger en faisant ça. Bien que vous m'avez vu aller avec mes coefficients, là, il y a beaucoup moins d'erreurs qui vont quand même se loger. C'est beaucoup plus rapide de combiner deux grands espaces de cette manière-là. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? Est-ce que je peux effacer ça? Personne qui a besoin que j'arrête? Ah, une petite minute. Parfait. J'ai déjà fait un résumé tout à l'heure pour 1 qubit, mais résumons quand même maintenant pour 2 pour s'assurer qu'on a bien compris et qu'on pourrait synthétiser le tout avec plus qu'un qubit. J'ai un état à 1 qubit, un autre état à 1 qubit. Donc, j'ai maintenant un état à 2 qubits dans ma machine. Je fais une opération sur chacun des deux. Je ne sais pas, X, H. Je poursuis. Ici, j'aurais H. Puis ici, tiens, j'aurais Z. Voilà. Voilà. On a vu comment faire le calcul en série. Je ne vais pas le faire avec lui. On a vu comment faire le calcul en série. Comme ça. On a vu comment faire le calcul en parallèle. Comme ça. OK? Maintenant, j'aimerais que quelqu'un pour simplement résumer, là, si vous aviez à représenter, je vous donne ce vecteur-là, je vous donne ces états-là en entrée, vous avez ce circuit-là, vous voulez faire la mesure, c'est quoi les étapes que vous feriez, sans faire tout, là, sans tout faire le calcul, juste me dire en mots, c'est quoi les étapes que vous employeriez pour savoir qu'est-ce que ça donne à la fin, ce circuit-là. Première étape que vous feriez. Il y a plus qu'un chemin. Vous pouvez me proposer ce qui vous semble le plus naturel. Je pense qu'on tout ça en matrice. OK. Juste ça, c'est plus qu'une étape, mais oui, c'est une bonne étape. Est-ce que quelqu'un peut me décomposer ça un peu plus? Mais c'est essentiellement ça, oui. Ben, pour les deux Si premiers, c'est 1, 0 pour la première matrice de 0. Là, pour le X, c'est 0, 1, 1, 0. Puis, c'est quoi ton troisième? Un H? C'est un H. Dans le fond, ce que tu m'as dit, c'est que tu prendrais tout ça et tu le transformerais en matrice. OK? Ouais, en première étape. Après ça, je ferais tout le processus. Mais tout ça étant quoi? Parce que ça, c'est un vecteur. Puis à la fin, tu vas avoir un vecteur. Fait que tout ça étant quoi? Ben, ça se peut que je me trompe. Est-ce que les deux bits sont. Je peux les calculer individuellement ou il faut que je les calcule en même temps?
Ben, tu pourrais les calculer individuellement parce que ce qu'on a vu, c'est que tu peux les faire en série. Tu obtiens un vecteur à la fin. Ouais. Ce vecteur-là, avec le produit tensoriel, tu as vu comment le combiner avec un autre. C'est ça. Donc, moi, en premier lieu, c'est ce que tu moi je proposerais, ferais. ce serait. Tu mets la porte à mort en premier, après ça, la porte X, puis après ça, tu mettrais le 0. OK. Donc, je l'ai mis en mathématiques, là, mais en mots, c'est que toi, ce que tu ferais, c'est tu ferais le H appliqué sur X, le X appliqué sur 0. Ouais. Parfait. Ensuite, Tu ferais la même chose pour la ligne juste en dessous. ouais, tu aurais ton Z appliqué Z en sur premier. H, Ouais. appliqué sur le vecteur 1. Puis après ça, tu ferais ce qu'on avait dit tensoriel, là, après avoir obtenu le résultat des deux. Parfait. Fait que là, ce que tu ferais, c'est le produit tensoriel X, H. OK? Qu'est-ce que ça te donne en sortie, ça? Aucune idée. J'ai un vecteur. Parce que là, on s'entend, ça me donne un vecteur, là. Ah, tu disais, Puis ça me oui, donne un vecteur. ça te sort un autre vecteur. C'est Exact. Ça me donne un gros question. vecteur qui représente les deux ici. Ok. Puis avec ce Un vecteur-là. vecteur 4 par 4? Ben, 1 par 4. Ouais. 1 par 4. Oui, OK. Puis la dernière chose qu'on a vue, avec maintenant que j'ai mon vecteur à la fin, là, mon vecteur 1 par 4, j'ai des coefficients dans chacune des entrées de ce vecteur-là. Qu'est-ce que je peux maintenant faire avec ces coefficients-là? Je peux simplifier. Je peux calculer la probabilité de mesure, puis savoir c'est quoi la sortie. OK? On va calculer les probabilités de mesure. À l'aide du vecteur résultant. Fait que, l'étape précédente, où est-ce que tu avais eu une feuille de matrice de 1 par 4, puis tu avais mis les 4 différentes lettres grecques. Ouais. Est-ce que ça, c'était le résultat de la probabilité? C'était le résultat de la probabilité? C'était-tu bien ça? C'était le vecteur résultant de ce calcul-là. Dans le fond, toi, tu me parles de ça ici, qui est, je pense, il me semble que c'est lui. Il me semble que c'est lui, ouais. Il me semble que c'était ce qu'on avait. Puis ce qu'on avait, c'était 0, 1, 0, 0. Ouais. OK. Ça, effectivement, tu as dit je pouvais les réécrire comme ça, c'est le coefficient alpha, ça, c'est le coefficient bêta. Je pouvais le réécrire au long avec 0, 0, 0, 1, 1, 0, puis 1, 1. Mais essentiellement, ça revient à ça. Mais c'est pas la même. C'est la même chose qu'on est en train de parler pour l'étape numéro 3, c'est pas la même chose. Oui, parce que ça, c'est tes coefficients. Puis pour calculer les probabilités, qu'est-ce que j'employais pour calculer les probabilités? C'est les coefficients associés à un état. On est à 0, 0, 0, 1, 1, 0, puis 1, 1. Exact. Fait que les entrées ici, c'est les coefficients qui sont associés à chacun des états. Fait que ça, c'est le coefficient alpha qui est associé à l'état 0, 0. Ça, c'est bêta qui est associé au vecteur 0, 1, et ainsi de suite. Donc, si je veux connaître la probabilité d'obtenir 0, 0, je vais utiliser le coefficient qui est associé à cet état-là. Je vais obtenir la probabilité d'obtenir 0, 1, je vais utiliser le coefficient qui est associé à cet état-là. OK. C'est très clair, merci beaucoup. Ça va? Il y aurait peut-être un autre moyen plus rapide, puis je vais vous le donner dans le fond. Là. Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, Félix-Antoine, justement, par rapport à mets-moi tout ça en matrice. OK? On est d'accord, ce qu'on a ici, c'est un gros vecteur. Puis ici, je fais ça comme il faut, là, je peux faire la matrice, je peux faire les produits tensoriels de X et H, les produits tensoriels de H et Z. Ça va me donner deux matrices 4 par 4. Je peux les multiplier ensemble, comme si c'était une grosse porte. Cette porte-là, ce serait, je vais la redessiner ici, là.
c'est comme si j'avais une grosse porte qui s'appelle X H, ou X tensoriel H, avec une autre après, une autre porte qui s'appellerait H, tensoriel Z. OK? Puis on a vu tout à l'heure qu'en série, je peux aussi multiplier des opérateurs pour obtenir une matrice résultante. Okay? On a vu ça tout à l'heure avec les opérateurs. On pouvait multiplier deux opérateurs ensemble. Donc, je pourrais faire en sorte que toutes les portes de mon circuit au complet, c'est une grosse matrice que je peux appliquer à mon gros vecteur au début, puis obtenir un gros vecteur de sortie. Okay? Donc, de manière générale, moi, personnellement, je trouve que c'est une manière vraiment plus simple de le faire parce qu'on a notre grosse matrice, on a notre immense matrice, on a une entrée, puis on a une sortie. Fait que entrée, circuit quantique représenté par une matrice, sortie représentée par un vecteur qui va dans le fond être notre mesure, notre bitstring. Oui. Oui, Félix-Antoine. Ça te dérangerait-tu de faire juste un dessin de la matrice que tu présentes, la grosse que tu vas avoir, juste pour que j'aie une idée en tête de à quoi ça ressemble? OK. Ça va être quand même long. Okay. S'il y en a que ça intéresse, je vais peut-être rester puis le faire. OK? Mais je vais peut-être juste wrap up. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'atelier d'aujourd'hui? Sentez-vous pas niaiseux. C'est bien normal d'avoir des questions si vous en avez. Parfois, c'est même pas de l'incompréhension, c'est juste de pousser plus loin, comme Félix-Antoine. Pas de questions? Excellent. Bon, dans ce cas-là, je ne vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir été attentif tout au long de cet atelier-là. Je sais que ça a été comme la partie la plus lourde à la fin, mais j'espère que vous avez tout de même apprécié. N'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est notre dernier événement, notre événement de clôture. C'est une conférence à l'ETS. C'est toute la journée. Les billets sont aussi sur le site du club. Vous pouvez certainement trouver le lien également sur Discord. Il y a plusieurs manières de le trouver. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez m'écrire en privé sur Discord. Vous pouvez même m'écrire dans le chat, puis je peux vous répondre plus tard. Il y a vraiment différentes manières si vous voulez, si vous n'avez pas l'info déjà pour la conférence la semaine prochaine. C'est vraiment un bel événement à ne pas manquer. Il va y avoir de la nourriture, il va y avoir du café pour toute la journée. Donc, sur ce, merci encore une fois. Puis, je vous souhaite un excellent week-end et une bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée! Merci. Non, inquiète pas. Non. Merci.